Il y a des moments dans la vie où tout semble normal à l'extérieur, mais à l'intérieur, quelque chose ne fonctionne pas. Vous essayez, vous faites des efforts, vous réfléchissez, vous planifiez, et pourtant, les résultats ne suivent pas. Comme si une force invisible ralentissait chacun de vos pas, comme si une main intérieure appuyait doucement sur le frein, au moment même où vous essayez d'accélérer. Et le plus troublant dans tout ça, c'est que cette force ne vient pas du monde extérieur. Elle vient de vous. Pendant longtemps, vous allez probablement croire que le problème vient des circonstances, le mauvais timing, les mauvaises opportunités, les mauvaises personnes, ou même le manque de chance. C'est rassurant de penser ainsi, parce que cela déplace la responsabilité loin de soi. Mais parfois, si l'on regarde avec honnêteté, une vérité beaucoup plus inconfortable apparaît. Ce n'est pas le monde qui vous bloque. C'est quelque chose en vous qui sabote vos propres décisions sans que vous vous en rendiez compte. Ce mécanisme invisible porte un nom que beaucoup de gens comprennent mal. On l'appelle l'ego. Et contrairement à ce que l'on pense souvent, l'ego n'est pas simplement l'arrogance ou la prétention. L'ego, c'est quelque chose de beaucoup plus subtil, beaucoup plus silencieux et surtout beaucoup plus dangereux. C'est la partie de vous qui veut protéger votre image à tout prix, même si cela signifie refuser la vérité, éviter l'apprentissage ou répéter les mêmes erreurs encore et encore. Imaginez une situation simple. Quelqu'un vous fait une critique honnête, une critique qui pourrait vous aider à progresser, à vous améliorer, à devenir plus fort. Mais, au lieu de l'écouter calmement, quelque chose en vous réagit immédiatement. Une tension, une gêne, une résistance. Vous commencez à justifier, à expliquer, à vous défendre intérieurement. Et sans même vous en rendre compte, vous rejetez peut-être cette critique, non pas parce qu'elle est fausse, mais parce qu'elle menace l'image que vous avez de vous-même. C'est exactement là que commence la véritable auto-sabotage. Pas dans les grandes décisions dramatiques, mais dans ces petits moments invisibles où vous choisissez votre confort psychologique plutôt que votre croissance. L'ego ne dit jamais clairement « tu dois échouer ». Il est beaucoup plus intelligent que ça. Il dit « protège-toi, ne prends pas ce risque, tu n'as pas besoin de ça, tu es déjà assez bien ». Et ces phrases, en apparence positives, deviennent les chaînes invisibles qui limitent votre évolution. Le plus inquiétant, c'est que l'ego ne se manifeste pas seulement dans les échecs. Il se manifeste aussi dans les réussites. Parfois, après un petit succès, une promotion, une reconnaissance ou un compliment, quelque chose change subtilement en vous. Vous commencez à croire que vous avez compris, que vous avez atteint un certain niveau, que vous êtes désormais quelqu'un. Et sans vous en rendre compte, vous ralentissez votre apprentissage, vous devenez moins ouvert, moins curieux, moins réceptif aux critiques. C'est ainsi que beaucoup de personnes intelligentes, talentueuses et capables finissent par stagner. Non pas parce qu'elles manquent de potentiel, mais parce qu'elles sont devenues prisonnières de leur propre identité. Elles ne veulent plus être remises en question, elles ne veulent plus se tromper. Elles veulent protéger une image stable d'elles-mêmes, même si cette image devient un obstacle à leur progression. Et la réalité, aussi simple qu'elle puisse paraître, est brutale. La vie ne récompense pas l'image que vous avez de vous-même. Elle récompense votre capacité à apprendre, à évoluer, à vous adapter. Mais l'ego, lui, fait exactement l'inverse. Il veut stabiliser, figer, protéger. Il veut que vous restiez cohérent avec ce que vous croyez déjà être, même si cela vous empêche de devenir ce que vous pourriez être. C'est pour cela que tant de gens se sabotent sans même s'en rendre compte. Ils refusent des opportunités parce qu'elles les exposent à l'échec. Ils évitent des conversations difficiles parce qu'elles pourraient remettre en question leurs croyances. Ils abandonnent trop tôt parce qu'ils ne supportent pas de ne pas être immédiatement bons dans quelque chose. Et à chaque fois, ils trouvent une justification logique. Mais derrière cette logique se cache souvent une peur très simple, la peur de ne pas correspondre à l'image qu'ils veulent défendre. Ce qui rend ce mécanisme encore plus puissant, c'est qu'il est invisible. Personne ne se dit consciemment « je vais me saboter aujourd'hui ». Au contraire, tout semble rationnel, tout semble justifié. Et c'est précisément là que réside le danger. L'ego ne crie pas, il murmure. Il ne force pas, il influence. Il ne détruit pas directement. Il oriente doucement vos choix dans une direction qui protège votre confort, mais limite votre potentiel. Et si vous écoutez attentivement votre vie, vous commencerez peut-être à remarquer des schémas répétitifs. Les mêmes erreurs, les mêmes blocages, les mêmes frustrations. Des situations différentes, mais une sensation identique. Comme si vous tourniez en cercle,
sans jamais vraiment sortir du même point. Et la question qui devient alors inévitable est la suivante. Est-ce que c'est vraiment la vie qui vous retient? Ou est-ce votre ego qui refuse de lâcher certaines habitudes mentales? Parce que tant que l'ego reste invisible, il contrôle silencieusement les décisions les plus importantes de votre vie. Il choisit ce que vous essayez, ce que vous abandonnez, ce que vous acceptez et même ce que vous refusez de voir. Et le plus ironique dans tout cela, c'est qu'il agit toujours en prétendant vous protéger. Mais protéger quoi exactement? Une image, une illusion, une version figée de vous-même qui n'existe que dans votre esprit. Et c'est ici que commence réellement ce voyage. Et si l'on va plus loin dans ce mécanisme, on découvre quelque chose d'encore plus troublant. L'ego ne se contente pas de protéger une image de vous-même, il construit aussi une histoire intérieure que vous répétez sans cesse, souvent sans vous en rendre compte, jusqu'à ce qu'elle devienne votre réalité. Cette histoire dit qui vous êtes, ce que vous pouvez faire, ce que vous ne pouvez pas faire, et surtout ce que vous devez éviter pour ne pas échouer. Le problème, c'est que cette histoire n'est pas toujours vraie. Elle est surtout confortable. Elle est construite à partir de souvenirs, d'expériences passées, de petites réussites et de blessures anciennes. Et avec le temps, vous commencez à vivre non pas selon ce qui est possible, mais selon ce que votre histoire autorise. C'est ici que l'auto-sabotage devient vraiment subtil. Vous ne refusez pas directement les opportunités. Vous ne dites pas « je ne veux pas réussir ». Au contraire, vous voulez progresser, vous voulez avancer, vous voulez changer. Mais au moment décisif, quelque chose en vous ajuste légèrement la direction. Une décision reportée, une action évitée, une conversation non engagée, une chance non saisie. Et tout cela semble logique sur le moment. L'ego est extrêmement doué pour produire des raisons. Il ne dit jamais « j'ai peur ». Il dit « ce n'est pas le bon moment, je dois encore me préparer, je vais attendre un peu » ou encore « ce n'est pas si important ». Et ces excuses sont si bien formulées qu'elles passent pour de la sagesse. Pourtant, souvent, elles cachent simplement une peur de se confronter à l'inconnu. Ou pire, une peur de ne pas être à la hauteur de l'image que vous essayez de maintenir. Ce qui rend ce phénomène encore plus puissant, c'est ce que la psychologie appelle la cohérence interne. Le cerveau humain déteste les contradictions. Il veut que votre vision de vous-même reste stable. Si vous pensez être quelqu'un de compétent, alors vous allez éviter les situations où vous pourriez paraître incompétent. Si vous pensez être quelqu'un de courageux, alors vous allez minimiser les moments où vous ressentez de la peur. Et ainsi, sans le savoir, vous commencez à filtrer la réalité pour qu'elle corresponde à votre identité. Mais la vie, elle, ne fonctionne pas selon cette logique. La vie ne s'adapte pas à votre image de vous-même. Elle vous expose constamment à des situations nouvelles, imprévisibles, parfois inconfortables. Et chaque fois que vous essayez de protéger votre identité au lieu de l'élargir, vous entrez en conflit avec la réalité elle-même. C'est à ce moment-là que naissent les blocages répétitifs. Vous voulez évoluer, mais vous répétez les mêmes schémas. Vous voulez changer, mais vous retombez dans les mêmes habitudes. Vous voulez réussir, mais vous évitez inconsciemment les situations qui exigeraient une transformation réelle. Et plus ce cycle se répète, plus il devient difficile à remarquer, car il se cache derrière une illusion de contrôle. L'ego est aussi profondément lié à la peur du regard des autres. Même lorsque vous êtes seul, vous imaginez inconsciemment comment vous seriez perçu si vous échouez, si vous êtes critiqué, ou si vous n'êtes pas à la hauteur. Et ce regard imaginaire devient parfois plus puissant que la réalité elle-même. Vous commencez à agir non pas en fonction de ce qui est juste pour votre croissance, mais en fonction de ce qui vous permet de préserver une certaine image sociale. Cela explique pourquoi certaines personnes préfèrent rester dans une situation inconfortable mais familière, plutôt que de risquer une situation nouvelle où elles pourraient ne pas briller immédiatement. L'ego préfère la sécurité de l'image à l'incertitude de l'apprentissage. Et il y a une autre couche encore plus profonde dans ce mécanisme. L'ego transforme aussi l'échec en identité. Au lieu de voir un échec comme un événement temporaire, il le transforme en définition personnelle. « J'ai échoué » devient « je suis quelqu'un qui échoue ». Et dès que cette transformation se produit, le comportement change automatiquement. Parce que si vous êtes quelqu'un qui échoue, alors essayer à nouveau devient douloureux, presque incohérent avec votre propre identité. C'est ainsi que les limitations deviennent auto-renforcées. Plus vous évitez certaines situations, plus votre ego confirme que vous n'êtes pas fait pour elles. Et plus cette croyance se renforce,
plus il devient difficile de sortir du cercle. Mais le plus ironique dans tout cela, c'est que l'ego pense vous protéger de la souffrance, alors qu'il vous enferme dans une forme de souffrance plus lente, plus silencieuse, mais beaucoup plus durable. Une souffrance faite de stagnation, de frustration intérieure et de potentiel non réalisé. Et si vous observez attentivement votre propre comportement, vous pouvez peut-être reconnaître certains moments où vous avez choisi la facilité plutôt que le progrès, la justification plutôt que l'action, ou l'attente plutôt que le mouvement. Pas parce que vous ne saviez pas quoi faire, mais parce que faire autrement aurait remis en question quelque chose à l'intérieur de vous. C'est exactement là que se cache le véritable problème psychologique. Ce n'est pas un manque d'information, ce n'est pas un manque de capacité. C'est un conflit entre deux forces internes. Une partie de vous qui veut grandir et une autre partie qui veut protéger ce que vous croyez déjà être. Et tant que ce conflit n'est pas vu clairement, il continue de se jouer en arrière-plan, influençant vos décisions les plus importantes sans jamais demander votre permission. Peut-être que le plus difficile à accepter, c'est que ce n'est pas un ennemi extérieur qui vous retient. Ce n'est pas une personne, une situation ou une circonstance. C'est quelque chose de beaucoup plus proche, quelque chose qui parle avec votre propre voix, qui utilise vos propres arguments et qui semble toujours avoir une bonne raison. Mais derrière ces raisons se cache souvent une seule chose, la protection d'une identité fragile, qui préfère rester intacte plutôt que de se transformer. Et c'est ici que la prise de conscience commence réellement à devenir possible. Et lorsque cette prise de conscience commence à émerger, une nouvelle couche de réalité apparaît, plus claire, mais aussi plus inconfortable. Vous commencez à voir que l'ego ne fonctionne pas seulement dans les grands moments de votre vie, mais surtout dans les plus petits, dans les décisions quotidiennes, dans les réactions rapides, dans les micro-choix que vous faites sans réfléchir. C'est là que tout se joue vraiment, loin des grandes théories sur la motivation ou la discipline. Prenons un exemple simple. Vous avez une tâche importante à faire, quelque chose qui pourrait vraiment faire avancer votre vie. Mais au lieu de commencer immédiatement, vous trouvez une distraction, quelque chose de léger, de rapide, de rassurant. Sur le moment, cela semble anodin. Vous vous dites que vous allez commencer plus tard, et ce plus tard devient une habitude. L'ego intervient ici de manière subtile. Il ne vous dit pas que vous êtes paresseux. Il vous dit que vous avez besoin d'être dans de meilleures conditions pour commencer. Il vous convainc que vous serez plus efficace plus tard, plus motivé plus tard, plus prêt plus tard. Et ainsi, il transforme une simple résistance en une justification intelligente. Mais ce que vous ne voyez pas immédiatement, c'est que chaque report renforce une identité intérieure. L'identité de quelqu'un qui commence rarement, qui hésite souvent, qui attend le bon moment. Et cette identité, une fois installée, influence tout le reste, parce que vous commencez inconsciemment à agir en accord avec ce que vous croyez être. C'est exactement comme cela que l'ego construit des habitudes invisibles. Il ne crée pas des décisions radicales, il crée des micro-retards, des micro-hésitations, des micro-excuses. Et cumulés sur des semaines, des mois, des années, ces micro-mouvements deviennent une direction de vie complète. Dans le livre « Ego is the Enemy », Ryan Holiday met en lumière une idée essentielle. Plus vous vous identifiez à votre image actuelle, plus vous devenez incapable de changer, parce que le changement exige une forme d'humilité radicale. Il exige d'accepter que ce que vous êtes aujourd'hui n'est pas suffisant pour ce que vous voulez devenir demain. Mais l'ego déteste cette idée. Il veut vous convaincre que vous êtes déjà sur la bonne voie. Il veut vous protéger de l'inconfort de vous remettre en question. Et pour cela, il utilise des comparaisons constantes. Vous regardez les autres et vous vous dites que vous êtes mieux que certains, ou au moins pas pire que la moyenne. Et cette comparaison crée une illusion de progression, même lorsque vous êtes en stagnation. C'est une des raisons pour lesquelles beaucoup de gens restent bloqués pendant des années sans comprendre pourquoi. Ils ne se sentent jamais en danger. Ils ne ressentent pas l'urgence, parce que l'ego leur fournit constamment un sentiment de suffisance. Pas une satisfaction profonde, mais une satisfaction suffisante pour ne pas changer. Et pourtant, à l'intérieur, quelque chose ne cesse de pousser. Une petite tension, une frustration silencieuse, un sentiment que quelque chose pourrait être différent. Mais tant que l'ego garde le contrôle, cette tension est neutralisée par des explications rationnelles. Ce n'est pas le bon moment. Les choses vont s'améliorer. Je fais déjà assez. C'est ainsi que le confort devient une prison invisible. Un autre aspect fondamental de l'ego, c'est sa relation avec l'échec.
L'échec en soi n'est jamais le vrai problème. Le problème, c'est la manière dont l'ego le transforme. Au lieu de le voir comme une information, il le transforme en verdict. Et ce verdict devient une limite intérieure. Par exemple, quelqu'un qui échoue dans une présentation peut commencer à croire qu'il n'est pas bon pour parler en public. Quelqu'un qui échoue dans une relation peut commencer à croire qu'il n'est pas fait pour être aimé. Et ces conclusions, souvent inconscientes, deviennent des barrières permanentes. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que ces barrières ne sont pas imposées de l'extérieur. Elles sont maintenues de l'intérieur, par la peur de revivre la même sensation d'échec. L'ego veut éviter la douleur, même si cette douleur est nécessaire à l'apprentissage. Et c'est ici que le paradoxe apparaît. Plus vous essayez de protéger votre identité contre l'échec, plus vous limitez votre capacité à réussir. Parce que la réussite réelle implique toujours une série d'échecs, d'essais, de corrections et d'ajustements. Sans échec, il n'y a pas de croissance. Mais sans ego faible, il n'y a pas d'acceptation de l'échec. C'est pour cela que certaines personnes restent bloquées dans des zones de confort pendant longtemps. Pas parce qu'elles ne veulent pas avancer, mais parce qu'elles ne veulent pas risquer de fragiliser l'image qu'elles ont d'elles-mêmes. Elles préfèrent être quelqu'un de stable plutôt que quelqu'un en apprentissage constant. Et pourtant, la réalité récompense exactement l'inverse. La vie favorise ceux qui restent ouverts, ceux qui acceptent de ne pas savoir, ceux qui sont prêts à remettre en question leurs propres certitudes. Mais l'ego rend tout cela difficile, car il associe le fait de ne pas savoir à une forme de faiblesse. Ainsi, au lieu d'apprendre, vous défendez. Au lieu d'écouter, vous répondez. Au lieu d'explorer, vous vous protégez. Et petit à petit, sans même vous en rendre compte, votre monde devient plus petit. Ce rétrécissement n'est pas visible immédiatement. Il ne se manifeste pas comme un choc brutal. Il apparaît lentement dans le manque d'opportunités saisies, dans les conversations évitées, dans les projets abandonnés trop tôt. Et un jour, vous réalisez que vous avez beaucoup pensé, beaucoup imaginé, mais peu réellement expérimenté. C'est à ce moment-là que la question devient inévitable. Est-ce que vous vivez vraiment selon vos capacités ou selon les limites que votre ego a construites pour vous protéger? Et lorsque cette question commence à s'installer dans votre esprit, quelque chose change dans votre manière de voir votre propre parcours. Vous commencez à remarquer que beaucoup de vos décisions passées n'étaient pas vraiment guidées par la logique ou la clarté, mais par une forme de protection intérieure. Une protection discrète, presque invisible, mais constante. Comme si une partie de vous avait toujours cherché à éviter le moindre risque de remise en question. C'est ici que l'on comprend mieux la nature profonde de l'ego. Il ne cherche pas seulement à préserver une image positive de vous-même. Il cherche surtout à éviter la douleur psychologique associée au doute. Parce que douter de soi, remettre en question ses choix, accepter de ne pas être au niveau, tout cela crée une tension interne que l'ego perçoit comme dangereuse. Et pour éviter cette tension, il préfère limiter vos actions. C'est pour cela que, souvent, vous ne faites pas ce que vous savez pourtant devoir faire. Vous savez que certaines actions sont importantes. Vous savez que certaines conversations doivent être menées. Vous savez que certaines décisions ne peuvent plus être repoussées. Mais malgré cette conscience, une résistance apparaît. Une résistance silencieuse, presque raisonnable, qui vous convainc que ce n'est pas encore le moment. Et cette résistance n'est pas brutale. Elle est douce, progressive, presque logique. Elle ne vous dit pas « n'agis pas ». Elle vous dit « attends encore un peu ». Elle ne vous dit pas « tu vas échouer ». Elle vous dit « tu peux mieux te préparer ». Et ainsi, sans que vous vous en rendiez compte, elle transforme l'inaction en stratégie. Mais le problème, c'est que cette stratégie est souvent une illusion, parce que pendant que vous attendez le moment parfait, la vie continue d'avancer. Les opportunités évoluent, les contextes changent, les autres progressent, et ce que vous appeliez préparation devient parfois simplement une forme de stagnation déguisée. Ryan Holiday, dans son approche de l'ego, montre quelque chose de fondamental. Les moments de véritable croissance ne sont jamais confortables. Ils impliquent toujours une forme d'humilité, une reconnaissance de ses limites et une volonté d'apprendre même lorsqu'on se sent déjà suffisamment bon. Mais l'ego, lui, rend cette humilité difficile, car il associe l'apprentissage à une position d'infériorité. C'est pour cela que certaines personnes, après un minimum de succès, arrêtent d'apprendre avec la même intensité. Elles commencent à penser qu'elles ont déjà compris l'essentiel.
elles deviennent sélectives dans ce qu'elles acceptent d'écouter. Elles filtrent les critiques, ignorent certains retours et se concentrent uniquement sur les informations qui confirment leur perception actuelle. Ce phénomène est extrêmement dangereux, car il donne une illusion de stabilité alors qu'il crée en réalité un ralentissement progressif. Et ce ralentissement n'est pas perçu immédiatement. Il s'installe lentement au fil des décisions quotidiennes, des réflexes mentaux et des habitudes de pensée. Pendant ce temps, d'autres personnes, souvent moins confiantes au départ, mais plus ouvertes, continuent d'apprendre, de tester, d'échouer et de recommencer. Et sur le long terme, cette différence d'attitude crée des écarts énormes. Ce qui est fascinant, c'est que l'ego ne disparaît jamais complètement. Même chez les personnes qui réussissent, il continue d'exister sous des formes plus subtiles. Il peut se transformer en besoin de reconnaissance, en peur de perdre son statut ou en difficulté à accepter des erreurs publiques. Et plus le statut est élevé, plus la chute potentielle de l'ego devient grande. C'est pourquoi certaines des plus grandes erreurs dans la vie ne viennent pas du manque d'intelligence, mais du refus de voir la réalité telle qu'elle est. L'ego préfère maintenir une image cohérente plutôt que d'admettre un changement nécessaire. Et parfois, cette cohérence devient plus importante que la vérité elle-même. Mais la réalité, elle, ne se soucie pas de votre image. Elle se soucie uniquement des conséquences de vos actions. Et chaque fois que vous choisissez l'image plutôt que l'action, vous vous éloignez un peu plus de ce que vous pourriez devenir. Il est important de comprendre que ce mécanisme n'est pas un défaut personnel isolé, c'est une condition humaine universelle. Tout le monde y est confronté. La différence ne réside pas dans le fait d'avoir un ego ou non, mais dans le niveau de conscience que vous avez de son influence. Parce que dès que vous commencez à observer vos propres réactions avec honnêteté, quelque chose change. Vous commencez à voir les moments où vous vous justifiez inutilement. Vous commencez à reconnaître les décisions prises par confort plutôt que par vérité. Et surtout, vous commencez à percevoir le décalage entre ce que vous voulez profondément et ce que vous faites réellement. Cette prise de conscience peut être inconfortable, car elle remet en question l'idée que vous avez de votre propre contrôle. Mais elle est aussi le point de départ de toute transformation réelle, parce que tant que vous ne voyez pas le problème, vous ne pouvez pas le changer. Et c'est précisément ici que commence la vraie rupture intérieure. Non pas dans un grand événement spectaculaire, mais dans une série de petits moments de lucidité. Des moments où vous réalisez que certaines de vos décisions n'étaient pas neutres, mais influencées, pas par le monde extérieur, mais par une structure mentale interne qui cherchait avant tout à vous protéger. Et une fois que cette lucidité s'installe, même légèrement, votre rapport à vous-même commence à changer. Vous ne vous voyez plus uniquement comme quelqu'un qui agit et décide librement, mais aussi comme quelqu'un qui est influencé par des mécanismes internes subtils. Et parmi ces mécanismes, l'ego occupe une place centrale, car il agit précisément dans les moments où vous pensez être le plus rationnel. C'est là que la transformation devient possible, mais aussi inconfortable. Parce que voir l'ego en action signifie reconnaître que certaines de vos décisions n'étaient pas guidées par la clarté, mais par la protection. Et cette protection prend souvent la forme de comportements que vous avez longtemps considérés comme normaux, voire intelligents. Par exemple, repousser une décision importante peut sembler être de la prudence. Éviter une confrontation peut sembler être de la maturité. Attendre le bon moment peut sembler être de la sagesse. Mais lorsque l'on regarde plus profondément, on réalise que ces comportements sont parfois motivés non pas par la réflexion, mais par la peur d'être exposé, jugé ou remis en question. L'ego est extrêmement habile pour transformer la peur en logique. Il ne dit jamais « j'ai peur de cet échec ». Il dit « ce n'est pas stratégique maintenant ». Il ne dit pas « je ne veux pas être critiqué ». Il dit « les critiques ne sont pas constructives ». Il ne dit pas « je ne suis pas sûr de moi ». Il dit « je préfère attendre d'être plus préparé ». Et ainsi, il rend chaque forme d'évitement parfaitement acceptable à vos propres yeux. Mais ce qui est fascinant, c'est que cette logique apparente ne produit pas toujours les résultats que vous espérez. Au contraire, elle conduit souvent à une forme de stagnation déguisée. Vous avez l'impression de progresser parce que vous réfléchissez, vous analysez, vous planifiez. Mais dans la réalité, peu d'actions concrètes viennent confirmer cette progression. Et petit à petit, un décalage apparaît entre votre monde intérieur et votre réalité extérieure. À l'intérieur, vous vous voyez comme quelqu'un qui comprend, qui réfléchit, qui est en train de s'améliorer.
Mais à l'extérieur, les résultats ne reflètent pas toujours cette perception. Et ce décalage crée une tension silencieuse, une frustration difficile à expliquer. C'est précisément dans ce décalage que l'ego trouve son terrain le plus confortable. Parce qu'au lieu de remettre en question les actions, il renforce les explications. Il vous pousse à croire que les résultats ne sont pas encore là à cause de facteurs externes. Le contexte, les autres, les circonstances, le timing, tout sauf vous-même. Et pourtant, les moments de transformation réelle commencent souvent quand cette illusion est brisée. Quand vous acceptez, même brièvement, l'idée que le problème n'est peut-être pas extérieur, mais intérieur. Pas dans vos capacités, mais dans vos choix. Pas dans ce que vous savez, mais dans ce que vous évitez. C'est ici que la notion de responsabilité prend une nouvelle dimension. Pas une responsabilité culpabilisante, mais une responsabilité lucide. Celle qui consiste à reconnaître que, même si vous ne contrôlez pas tout, vous contrôlez toujours vos réactions, vos décisions et la direction que vous choisissez de prendre face à la réalité. Ryan Holiday insiste sur ce point dans son travail sur l'ego. Les personnes les plus dangereusement bloquées ne sont pas celles qui échouent, mais celles qui refusent de voir leur propre rôle dans leurs échecs. Parce que tant que la responsabilité est toujours extérieure, le changement reste impossible. Mais dès que la responsabilité devient interne, même partiellement, une ouverture apparaît. Une ouverture vers quelque chose de nouveau. Non pas une perfection immédiate, mais une capacité à ajuster, à corriger, à apprendre plus vite. Cependant, l'ego ne disparaît pas simplement parce qu'on l'a identifié. Il réagit. Et souvent, sa réaction est subtile. Il peut se transformer en auto-justification plus sophistiquée, en analyse excessive, ou même en fausse introspection. Vous commencez à penser que vous êtes conscient de vos problèmes, mais cette conscience elle-même devient une nouvelle forme de protection si elle n'est pas accompagnée d'action. C'est pourquoi la vraie différence ne se situe pas dans la compréhension intellectuelle, mais dans la capacité à agir malgré l'inconfort, à faire des choix qui ne servent pas votre image immédiate, mais votre progression réelle, à accepter de ne pas avoir l'air parfait, compétent ou certain, si cela permet d'avancer réellement. Et c'est souvent là que les véritables changements commencent à se produire. Pas dans les grandes décisions spectaculaires, mais dans les petites actions répétées malgré la résistance intérieure. Envoyez ce message difficile. Commencez cette tâche sans attendre les conditions idéales. Accepter une critique sans se défendre immédiatement. Dire « je ne sais pas » sans ressentir cela comme une faiblesse. Chaque petite action de ce type affaiblit légèrement le contrôle de l'ego et renforce la clarté intérieure. Et avec le temps, ces micro-décisions créent une nouvelle dynamique. Une dynamique où l'action devient plus importante que l'image et où la progression devient plus importante que la protection. Et lorsque cette nouvelle dynamique commence à s'installer, quelque chose de très subtil mais profondément important se produit à l'intérieur de vous. Votre perception du progrès change. Avant, vous aviez tendance à associer le progrès à une sensation de contrôle, de certitude ou même de confort. Vous pensiez que progresser signifiait se sentir plus stable, plus sûr de soi, plus affirmé. Mais maintenant, vous commencez à comprendre quelque chose de différent, quelque chose de beaucoup plus déroutant. Le vrai progrès ne ressemble pas toujours à de la certitude. Il ressemble souvent à de l'inconfort, à du doute, et parfois même à une forme de désorientation temporaire. Parce que chaque fois que vous grandissez réellement, vous quittez une version de vous-même que votre ego essayait de protéger. Et ce passage d'une identité à une autre n'est jamais totalement fluide. C'est ici que beaucoup de gens se trompent. Ils pensent que s'ils se sentent mal à l'aise, cela signifie qu'ils font quelque chose de faux, alors que très souvent, cet inconfort est exactement le signe inverse. Il indique que quelque chose en vous est en train de bouger, de se transformer, de sortir des limites habituelles que votre ego avait construites. Mais l'ego, lui, interprète cet inconfort comme un danger. Il ne comprend pas la croissance. Il comprend seulement la sécurité et la menace. Donc, dès que vous commencez à sortir de votre zone habituelle, il envoie des signaux de résistance, des pensées comme « tu n'es pas prêt »,« tu vas échouer » ou « tu devrais revenir à quelque chose de plus sûr ». Et si vous n'êtes pas conscient de ce mécanisme, ces pensées deviennent très convaincantes. Elles ne ressemblent pas à des peurs irrationnelles, mais à des conseils raisonnables. C'est ce qui les rend si puissantes.
Elles portent le masque de la logique, alors qu'elles sont souvent le produit de l'identité que vous essayez de quitter. C'est dans ces moments que la plupart des autosabotages deviennent visibles, mais seulement après coup. Sur le moment, vous ne voyez pas que vous vous arrêtez. Vous pensez que vous ajustez votre stratégie. Vous pensez que vous réfléchissez mieux. Vous pensez que vous prenez une décision plus intelligente. Mais en réalité, vous revenez souvent vers un terrain plus familier, plus stable, plus confortable pour votre ego. Et pourtant, la croissance réelle demande exactement l'inverse. Elle demande une forme de continuité dans l'inconfort. Elle demande d'accepter de ne pas maîtriser immédiatement, de ne pas comprendre immédiatement, de ne pas réussir immédiatement. Et cela, pour l'ego, est extrêmement difficile à accepter. C'est pourquoi les périodes de transformation sont souvent accompagnées de confusion. Vous ne savez plus exactement qui vous êtes. Vous n'êtes plus totalement la personne que vous étiez avant, mais vous n'êtes pas encore la personne que vous essayez de devenir. Et dans cet espace intermédiaire, l'ego devient particulièrement bruyant. Il essaie de vous ramener en arrière. Il vous rappelle les anciennes certitudes, les anciennes habitudes, les anciens repères. Parce que même si ces anciens schémas limitaient votre croissance, ils offraient au moins une chose importante pour lui: une identité stable. Mais la stabilité de l'ego n'est pas la même chose que la stabilité de la croissance. L'une est basée sur la répétition du connu, l'autre sur l'adaptation à l'inconnu. Et c'est précisément dans ce conflit que se joue votre évolution. Ryan Holiday insiste sur un point essentiel dans son analyse. Les personnes qui réussissent durablement ne sont pas celles qui éliminent leur ego, mais celles qui apprennent à le reconnaître et à ne pas le laisser guider leurs décisions importantes. Elles comprennent que l'ego ne disparaît pas, mais qu'il peut être observé, désamorcé et remis à sa juste place. Et cette observation change tout, parce que dès que vous voyez l'ego agir en temps réel, il perd une partie de son pouvoir. Il ne disparaît pas complètement, mais il devient moins automatique. Vous commencez à remarquer les moments où vous cherchez à avoir raison au lieu de chercher à apprendre. Les moments où vous défendez votre image au lieu d'améliorer votre compréhension. Les moments où vous choisissez la sécurité mentale plutôt que la croissance réelle. Mais cette prise de conscience n'est pas confortable. Elle demande une honnêteté intérieure qui peut parfois être difficile à maintenir, parce qu'elle vous oblige à accepter que certaines de vos anciennes décisions, que vous pensiez intelligentes, étaient en réalité influencées par des mécanismes inconscients. Et cela peut créer une forme de déstabilisation. Non pas une destruction, mais une remise en question profonde. Vous commencez à reconsidérer vos choix passés, vos réactions, vos comportements. Et au début, cela peut donner l'impression de perdre quelque chose, comme si votre ancienne version de vous-même devenait moins solide. Mais en réalité, c'est exactement le processus inverse qui est en train de se produire. Vous ne perdez pas votre identité, vous la rendez simplement plus flexible, plus consciente, moins rigide. Et cette flexibilité est essentielle pour toute forme de progression durable, car un esprit rigide protège, mais il n'apprend pas. Tandis qu'un esprit flexible peut être inconfortable, mais il évolue constamment. Et c'est là que commence une transformation plus profonde. Vous commencez à comprendre que votre objectif ne devrait pas être de paraître intelligent, mais d'être en apprentissage constant. Ne pas paraître fort, mais devenir adaptable. Ne pas protéger une image fixe, mais construire une capacité de mouvement intérieur. Cette transition ne se fait pas en un instant. Elle se construit dans le temps, à travers des décisions répétées, parfois petites, parfois difficiles. Mais chaque fois que vous choisissez l'apprentissage plutôt que la protection, vous réduisez légèrement l'influence de l'ego sur votre trajectoire. Et avec le temps, ces petits choix créent une nouvelle direction de vie. Une direction où la vérité devient plus importante que l'image et où la croissance devient plus importante que le confort. Et à mesure que cette transformation intérieure continue, quelque chose de plus profond commence à émerger, presque silencieusement. Ce n'est plus seulement une question de comprendre l'ego ou de le reconnaître dans vos décisions quotidiennes. C'est une question de relation avec vous-même. Une relation qui devient plus honnête, plus directe, mais aussi beaucoup moins confortable qu'avant. Parce qu'une fois que vous voyez clairement comment l'ego influence vos pensées, vous ne pouvez plus totalement revenir en arrière. Vous ne pouvez plus ignorer ces petits moments où vous vous justifiez inutilement, où vous évitez une vérité simple, où vous choisissez une explication rassurante plutôt qu'une réalité inconfortable. Et cette lucidité change la manière dont vous vivez chaque situation. Vous commencez à remarquer que beaucoup de tensions internes ne viennent pas du monde extérieur,
mais de la résistance entre ce que vous êtes et ce que vous essayez de protéger. Et plus vous observez cette résistance, plus elle devient visible dans des situations simples. Une conversation où vous voulez avoir raison, une critique que vous avez du mal à accepter, une opportunité que vous refusez parce qu'elle pourrait exposer vos limites. Dans ces moments-là, l'ego n'a plus besoin de parler fort. Il n'a même plus besoin de se justifier autant qu'avant. Il devient simplement une habitude mentale, une réaction rapide, une impulsion presque automatique. Et c'est précisément pour cela qu'il est si difficile à éliminer complètement. Parce qu'il ne se manifeste pas comme un ennemi extérieur, mais comme une partie de votre propre pensée. Mais ici, quelque chose d'important commence à changer. Au lieu de réagir immédiatement à ces impulsions, vous commencez à créer un petit espace entre la pensée et l'action. Un espace très court au début, presque imperceptible, mais suffisamment puissant pour transformer votre manière de répondre aux situations. Dans cet espace, vous n'êtes plus complètement dirigé par l'instinct de protection. Vous pouvez observer la réaction sans la suivre immédiatement. Et dans cette simple pause, quelque chose de nouveau devient possible. Le choix. C'est dans ce moment de choix que se joue toute la différence entre une vie guidée par l'ego et une vie guidée par la conscience. Parce que l'ego agit vite, automatiquement, sans réflexion réelle. Mais la conscience demande un léger ralentissement. Elle demande une forme de présence que beaucoup de gens n'ont jamais réellement développée. Et au début, cet effort peut sembler insignifiant. Vous ne voyez pas immédiatement de grands changements. Vous continuez à faire des erreurs, à réagir parfois de manière automatique, à retomber dans certains anciens schémas. Mais progressivement, quelque chose se stabilise. Vos réactions deviennent légèrement plus réfléchies, légèrement plus conscientes. Et ces petites différences, accumulées dans le temps, commencent à rediriger votre trajectoire entière. C'est aussi à ce stade que vous commencez à comprendre quelque chose d'essentiel. L'ego ne disparaît pas avec la compréhension. Il disparaît progressivement avec la pratique de la conscience. Ce n'est pas une idée que l'on comprend une fois pour toutes. C'est une dynamique que l'on observe et réajuste en permanence. Ryan Holiday souligne souvent que l'ego n'est pas seulement une question de réussite ou d'échec, mais une question d'intention intérieure. Est-ce que vous agissez pour apprendre ou pour prouver quelque chose? Est-ce que vous cherchez à évoluer ou à défendre une image déjà construite? Et ces questions deviennent de plus en plus présentes dans votre esprit à mesure que vous avancez. Mais cette prise de conscience peut aussi créer un autre défi, celui de devenir trop critique envers soi-même. Parce qu'en voyant l'ego partout, vous pouvez commencer à douter de toutes vos intentions. Et cela peut créer une nouvelle forme de tension intérieure, où vous analysez chaque action au lieu de simplement agir. C'est ici qu'un équilibre devient nécessaire. L'objectif n'est pas de supprimer chaque trace d'ego instantanément, mais de réduire progressivement son influence sur vos décisions importantes. Il ne s'agit pas de devenir parfait, mais de devenir plus conscient. Et cette nuance est essentielle, parce que sans elle, la transformation peut devenir une nouvelle forme de pression mentale. Mais avec elle, elle devient un processus naturel, presque organique. À ce stade du chemin, vous commencez aussi à percevoir vos anciennes versions de vous-même avec un regard différent. Non pas avec jugement, mais avec compréhension. Vous voyez pourquoi certaines décisions ont été prises, pourquoi certaines réactions ont eu lieu, pourquoi certaines erreurs étaient presque inévitables dans votre état de conscience d'alors. Et cette compréhension apporte une forme de calme intérieur, parce que vous réalisez que vous n'avez pas besoin de rejeter votre passé pour évoluer. Vous avez simplement besoin de le dépasser. Mais le plus important, c'est que vous commencez à voir les autres différemment aussi. Vous comprenez que beaucoup de comportements que vous perceviez comme de l'arrogance, de la faiblesse ou de l'incohérence sont souvent des expressions de ce même mécanisme. Des tentatives de protection, de validation ou de survie psychologique. Et cette compréhension crée une forme de distance émotionnelle. Pas une froideur, mais une lucidité. Vous réagissez moins, vous observez plus. Vous jugez moins, vous comprenez davantage. C'est ici que le changement devient visible dans votre manière d'être. Pas parce que vous avez supprimé l'ego, mais parce que vous avez commencé à ne plus lui obéir automatiquement. Et cette différence, aussi subtile soit-elle, est exactement ce qui sépare la stagnation de la progression réelle. Et à mesure que tout cela commence à se connecter dans votre esprit, quelque chose de profondément silencieux s'installe en vous. Ce n'est pas une révélation explosive, ce n'est pas un moment dramatique, mais plutôt une compréhension lente,
presque douce, qui change la manière dont vous regardez votre propre vie. Après avoir observé l'ego sous tant de formes, dans tant de décisions, dans tant de réactions, vous commencez à comprendre une chose essentielle. L'ego n'a jamais été une force extérieure qui vous contrôle, mais un mécanisme intérieur auquel vous avez cru sans le voir. Et une fois que vous le voyez clairement, même une seule fois, quelque chose change de manière irréversible. Vous commencez à remarquer que la plupart de vos souffrances ne venaient pas des événements eux-mêmes, mais du sens que vous leur donniez. Un rejet n'était pas seulement un rejet, il devenait une preuve sur votre valeur. Un échec n'était pas seulement un résultat, il devenait une identité. Une critique n'était pas seulement une information, elle devenait une attaque contre ce que vous pensez être. Et à chaque fois, l'ego intervenait silencieusement pour dire « cela te définit ». Cela te protège, cela te représente, même quand ce n'était pas vrai. Mais maintenant, quelque chose change. Vous commencez à séparer les événements de votre identité. Vous commencez à voir ce qui arrive comme un fait, et non comme un jugement sur votre existence. Et cette simple séparation crée un espace intérieur que vous n'aviez peut-être jamais vraiment expérimenté auparavant. Un espace où vous n'êtes plus immédiatement absorbé par chaque émotion, chaque pensée, chaque réaction. Dans cet espace, quelque chose devient possible, la perspective. Vous pouvez observer vos pensées sans les devenir. Vous pouvez ressentir une émotion sans vous y perdre. Vous pouvez échouer sans transformer cet échec en une définition permanente de vous-même. Et cela change absolument tout dans la manière dont vous traversez la vie. Parce que lorsque l'ego ne peut plus transformer chaque moment en identité, la vie devient plus légère. Pas plus facile, mais plus claire. Les défis existent toujours, les difficultés restent présentes, mais vous n'êtes plus attaqué personnellement par chaque résultat. Et c'est ici que la vraie force commence à apparaître. Pas la force de toujours avoir raison, ni celle de toujours être confiant, ni celle de toujours savoir quoi faire, mais la force de rester stable même lorsque vous êtes dans le doute, l'erreur ou l'incertitude. Vous commencez à comprendre que la croissance n'a jamais consisté à construire une version parfaite de vous-même. Elle consiste à devenir suffisamment flexible pour évoluer sans vous effondrer à chaque fois que la réalité ne correspond pas à votre image intérieure. L'ego veut la stabilité. Il veut une identité fixe, solide, immuable. Mais la vie, elle, est mouvement, changement, adaptation. Et plus vous vous accrochez à une image rigide de vous-même, plus vous souffrez. Non pas parce que la vie est contre vous, mais parce que vous résistez à sa nature même. Et lorsque cette résistance diminue, quelque chose s'apaise en vous. Vous n'avez plus besoin que chaque situation confirme qui vous êtes. Vous commencez simplement à vous intéresser à ce que chaque situation essaie de vous apprendre. Et ce changement, même s'il paraît subtil, est en réalité immense, parce qu'il transforme complètement la direction de vos actions. Vous n'agissez plus principalement pour prouver, pour protéger ou pour maintenir une image. Vous commencez à agir pour apprendre, pour évoluer, pour avancer. Et dans ce basculement, l'ego perd naturellement de son pouvoir. Vous commencez aussi à remarquer autre chose. Les moments les plus importants de votre vie n'étaient jamais ceux où tout était stable et confortable. C'étaient ceux où vos certitudes ont été remises en question. Ceux où vous avez dû accepter de ne pas savoir. Ceux où votre identité a été légèrement ébranlée pour vous forcer à voir plus loin. Avant, ces moments étaient inconfortables. Maintenant, vous commencez à comprendre qu'ils étaient nécessaires. Non pas parce que la souffrance est utile en soi, mais parce qu'elle révèle ce que le confort cache. Et progressivement, vous cessez de résister à ces moments. Cela ne signifie pas que l'ego disparaît complètement. Il continue d'exister, il continue de parler, il continue d'essayer de protéger, de justifier, de contrôler. Mais maintenant, vous le voyez plus rapidement. Et surtout, vous n'êtes plus obligé de le suivre automatiquement. Et ce simple espace entre la pensée et l'action devient une forme de liberté. Parce que la liberté n'est pas l'absence de conflit intérieur, c'est la capacité de voir ce conflit sans en être totalement dominé. Et à partir de là, quelque chose change profondément dans votre manière de vivre. Vous ne cherchez plus à être une version figée de vous-même. Vous commencez à accepter d'être en évolution constante. Vous ne vous demandez plus seulement « comment protéger qui je suis ?» Vous commencez à vous demander « comment devenir meilleur que ce que j'étais hier ?» Et cette question change absolument tout, parce qu'elle remplace la peur par la direction, la défense par l'apprentissage et l'ego par la croissance.
Et lorsque vous regardez tout ce chemin avec du recul, la vérité devient simple. L'ennemi n'a jamais été le monde extérieur. Ce n'étaient pas les autres, ni les circonstances, ni le hasard. L'ennemi était cette nécessité invisible de protéger une version de vous-même qui n'était jamais destinée à rester fixe. Et le jour où vous arrêtez de la défendre, vous commencez enfin à avancer librement.